Alors, thème de cette deuxième table ronde, la bioéconomie, un enjeu pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, on va faire un petit tour d'horizon très rapidement. Je vais déjà commencer par saluer Monique Axelos, donc directrice scientifique alimentation et bioéconomie à l'INRA. Je ne vous représente pas Guillaume Gelé. Christophe Clément, qui est le directeur de la SFR CNRS Condorcet, dont il nous dira quelques mots. Denis Postel, vice-président de la recherche à l'université de Picardie-Jules Verne. Et puis donc Pierre Munzenard, président de l'université de Lorraine. On va peut-être commencer par vous, parce que Guillaume Gelé a eu l'occasion de nous rappeler un petit peu ce qu'était l'université Reims-Champagne-Ardenne. Peut-être quelques mots sur l'université de Lorraine, et notamment votre positionnement en matière de bioéconomie. Oui. Ah bah ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, l'université de Lorraine peut ne pas paraître comme ça, mais on a un pôle qui est très important en agroalimentaire, agronomie et forêt. Grosso modo, une recherche dans les sciences agronomiques. On apparaît dans les 100 premiers mondiaux dans des classements thématiques de type Shanghai. Je pense qu'on n'est pas toujours identifié sur ce sujet, alors qu'il est relativement présent. J'entendais d'ailleurs les vice-présidents de régions qui parlaient d'un certain nombre d'équipements. On a des équipements qui, même à l'intérieur de l'université, sont pas toujours très connus. On a une très grosse animalerie pour les poissons et pour l'aquaculture. On a une ferme expérimentale. Donc on a des outils et des laboratoires qui sont organisés. Je pense que la réflexion qu'on pose sur la bioéconomie, qui est un des enjeux posés par la région, c'est comment on fait ensemble, avec d'ailleurs, et c'est plutôt un avantage sur ce sujet, plutôt des complémentarités. Et puis dans ces complémentarités, il faut aussi sortir simplement de la partie, je dirais purement des laboratoires agronomiques ou forestiers pour l'Université de Lorraine, mais aussi on a des laboratoires qui sont là sur la transformation de la matière. On est très présent sur le génie des procédés. Ce génie des procédés, d'ailleurs, est également très présent dans l'interaction avec l'agroalimentaire, et on a une entité de gazéification de la biomasse à échelle, je dirais, prototype industriel à Épinal. Et puis sur la ferme, on parlait de méthanisation. Si on veut aller voir comment se fait la méthanisation dans une ferme, on a un démonstrateur qui est en place. Donc je pense qu'il faut aller vers ça, il faut jouer sur nos complémentarités pour pouvoir aller plus loin. Je dirais, sans plus décrire l'Université de Lorraine, l'enjeu européen sur le périmètre qui est celui notamment avec la Belgique, peut-être, faut regarder aussi peut-être du côté de l'Allemagne, c'est un enjeu qui est important. De couvrir, il faudrait qu'on regarde à couvrir, avec le Grand Est au cœur, bien évidemment, l'ensemble du périmètre qui est là, parce qu'on est extrêmement bien placé aussi pour cette partie agronomie et forêt. Monique Axelos, l'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, mais encore, qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui ? Mais encore, alors sur la région Grand Est, et Nancy, puisqu'on a notre centre, c'est Grand Est Nancy. Donc c'est bioéconomie durable et circulaire, c'est l'identifiant de centre. On ne peut pas faire mieux. Et donc cet identifiant de centre, ça se décline en fait en trois grandes thématiques, dont toute une partie recherche multidisciplinaire, forêt et bois. Donc effectivement plutôt le côté Nancy-Lorraine. Toute une partie gestion durable des territoires. Parce qu'en fin de compte, la région traverse des territoires aussi bien agricoles, des territoires urbains, des territoires forestiers. Donc on couvre les différents types de gestion de ces territoires dans une logique de durabilité. Et puis un troisième domaine qui est sur tout ce qui est biosynthèse, valorisation, alors plutôt ce qu'on a appelé le bio-based à la table ronde avant, toutes ces molécules, les matériaux et tout ce qui est issu de la biomasse. Donc voilà, c'est les trois grands pôles. Et tout ça, ça représente quand même à peu près 200 scientifiques répartis sur Nancy, nous sommes aussi à Mirecourt, nous sommes sur Reims, et puis nous allons jusqu'à Colmar, puisqu'il y a toute une partie sur la vigne et le vin et sur Colmar.
Voilà. 200 personnes sur le Grand Est, selon. 200 scientifiques. Ok. Juste personnes. On reviendra vers vous après, naturellement. Denis Postel, vice-président de la recherche pour l'Université de Picardie, Jules Verne. Là encore, l'Université de Picardie, peut-être nous poser le décor, nous repréciser un petit peu ce que vous pesez aujourd'hui, et notamment en matière de bioéconomie. Alors, l'Université de Picardie Jules Verne, actuellement, c'est un petit peu plus de 33 000 étudiants. 6 campus répartis sur le territoire donc sud des Hauts-de-France, 35 unités de recherche. Parmi ces 35 unités de recherche, donc, on peut dire qu'une dizaine d'unités de recherche sont impliquées dans les activités de la bioéconomie, compte tenu que les disciplines de la bioéconomie couvrent quand même, en termes de chaîne de valeur, un très large champ thématique. Pour nous, la bioéconomie, c'est un thème central. Notre politique scientifique est un petit peu construite de façon matricielle, donc avec 3 axes de spécialisation, l'un sur l'énergie, l'un sur la santé et bien entendu un sur la bioéconomie. Sachant que pour nous, donc, si l'Université de Picardie actuellement fête ses 50 ans, ça fait à peu près 35 ans d'application sur le territoire dans la bioéconomie. Je rappellerai que au niveau du versant sud, donc des Hauts-de-France, donc l'ex-Picardie, donc on a assisté à la création du CVG en 1984. Donc c'était réellement les débuts sur le territoire de cet aspect développement de la recherche et le transfert de la recherche vers l'entreprise. Juste peut-être pour préciser, CVG, c'était Centre de valorisation des glucides. Donc ça, c'est son ancien nom qui maintenant est Extractis et qui est donc un centre de transfert technique qui se positionne notamment entre, donc on va dire, la recherche académique et les entreprises. Avec ensuite, donc, toujours de façon étroitement associée, donc, un développement de la politique régionale de Picardie, avec la mise en place, donc, dans les années 86, je crois, donc, d'un site de compétences sucrochimie qui a conduit à réorienter une partie de la recherche autour de la chimie, notamment, et de la biologie du végétal, donc, de l'université. Et puis, donc, tout au long, maintenant, jusqu'à ce jour, une contribution importante, notamment dans les projets de type PIVER, donc l'ITE PIVER, PIA1, Improve, ainsi que dans la vie, notamment, d'institutions qui sont le centre de gravité de la bioéconomie, comme le pôle industrie agro-ressources. Alors, Christophe Clément, pour finir ce tour d'horizon de présentation, directeur de la SFR CNRS Condorcet, on peut dire que finalement c'est le fer de lance de la recherche en bioéconomie sur les 2 territoires, Grand Est et Hauts-de-France. Bonjour à tous, merci Dominique. Je ne sais pas si c'est le fer de lance des 2 régions sur ce secteur-là, mais en tout cas c'est quelque chose qui existe, qui regroupe une trentaine de laboratoires, un peu plus de 700 scientifiques, qui est porté par plusieurs tutelles, dont l'Université de Reims qui est porteuse actuellement, l'Université d'Amiens, le CNRS, et puis également l'Université de Liège qui nous a rejoint en tant que tutelle. Et donc au-delà de la structure, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un peu l'historique de cette structure, puisque on n'a pas créé une coquille vide. On a mis en place, on a réfléchi à plusieurs laboratoires qui travaillions ensemble à l'époque sur ces problématiques de bioéconomie sens large. On a identifié que finalement, on couvrait un certain nombre de secteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la bioéconomie, depuis les premiers éléments de la production jusqu'à la valorisation, avec des compétences, avec des moyens. Et donc on a essayé de mettre en synergie ces compétences, de mutualiser ces moyens pour aller tous ensemble plus fort et plus vite sur ces thématiques qui sont centrales pour nos 2 régions. Alors le travail a été facilité parce que effectivement, ça a été rappelé depuis ce matin, c'est un domaine qui est actuellement en vogue et en cours de large développement, qui s'appuie sur un historique fort de l'agriculture dans nos régions et pour lequel il y a un certain nombre d'attentes de la part de la population. Et donc progressivement, nous avons mis en place des éléments d'interaction entre les différents partenaires, puisqu'il s'agit d'une fédération de recherche. Nous avons donné aussi, et ça c'était une des originalités du dispositif, la possibilité aux chercheurs de réaliser des petits projets quand ils avaient des idées d'innovation. On parle tout le temps d'innovation. Les idées d'innovation, il y en a, mais souvent ce qui manque, c'est un petit peu de moyens pour les réaliser.
Et donc nous avons mis en place un système d'appel à projet qui permet aux collègues de faire la preuve de concept d'une idée et avec laquelle ils sont capables d'aller chercher des financements de plus grande envergure, sachant que le financement pour le chercheur, c'est un élément important de son travail. Donc actuellement, on est sur le transfrontalier, comme on dit, puisqu'on a une équipe, on a une université de Belgique qui est là. Nous avons un institut brésilien aussi qui nous a rejoint au mois d'octobre 2018. L'université de Mons frappe à la porte. Nous allons voir Aix-la-Chapelle très prochainement. Et donc voilà, la démarche suit son cours. Côté Grand Est, on sait qu'il y a une fédération du même type qui s'appelle EFABA, qui donne un élément supplémentaire qui porte sur la forêt, qui n'existe pas actuellement dans notre consortium. Et donc nous avons projeté de se voir à l'automne avec ces collègues-là pour voir comment est-ce qu'on peut aussi aller un peu plus loin, aussi avec la station INRA de Champenoux, voire de Mirecourt, pour essayer de continuer à mettre en commun toutes ces compétences et tous ces moyens. Guillaume Gelé, le monde de l'éducation, je dirais au sens large du terme, a souvent été un peu, il est au milieu, a souvent été mis en exergue. Certains l'ont qualifié de mammouth, d'autres mettent en cause, je dirais, son adaptabilité, sa réactivité face aux évolutions du monde. Finalement, le virage de la bioéconomie, il a été pris, on a le sentiment, assez rapidement. Il a été pris assez rapidement parce qu'il a été surtout anticipé, puisqu'il me semble que c'est le monde de l'éducation et de la recherche qui permet aussi à un moment donné d'enclencher, on va dire, cette dynamique de conversion de notre système actuel. Donc c'est là qu'on voit effectivement à quel point les politiques publiques portées au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche permettent d'anticiper ces enjeux. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La question après, c'est de regarder comment, on va dire, on aligne les planètes. Et ce qu'il faut pour arriver à réussir ce challenge maintenant, c'est d'être capable d'aligner donc sur des territoires les différentes politiques, donc portées par les collectivités, par l'État, donc derrière, mais aussi par le monde industriel et par les agriculteurs, et de regarder comment l'université, je parle de l'université en général, peut contribuer à créer les effets de levier nécessaires donc pour pouvoir atteindre ces objectifs. À titre d'exemple, je le dis souvent, l'université de Rhin-Champagne-Ardenne, sur la Champagne-Ardenne, c'est le 4e ou 5e acteur économique. Donc c'est à peu près une dynamique de 700 millions d'euros par an. Si on utilise bien une partie de ces 700 millions d'euros, on va plus vite. Et je crois qu'il faut maintenant que l'État, que les collectivités, que nos partenaires voient dans les universités aussi des leviers pour pouvoir donc avancer plus vite dans cette révolution qui est en cours, en nous permettant donc d'être à la source de l'innovation et en misant aussi sur ce qui sera l'avenir, c'est-à-dire les étudiants que l'on forme et les chercheurs qui sont à l'initiative de toutes ces découvertes. Voilà. Monique Axelos, vous naturellement, l'INRA, vous êtes positionné historiquement sur l'agroalimentaire, j'ai presque envie de dire depuis la nuit des temps. Comment vous avez vu arriver justement cette offre un petit peu différenciée, cette offre de recherche notamment proposée par les universités et par d'autres acteurs? Est-ce que vous avez vu comme une concurrence? Non, mais je vais vous reprendre. L'agroalimentaire n'est qu'un petit bout. L'INRA, c'est plutôt sur l'agronomie. Et donc tout ce qui est... ça fait longtemps qu'on est sur la production agricole et la production forestière. C'est toute la transformation, donc biotech, chimie verte que l'on fait ici aussi à Reims en lien avec les partenaires locaux. Les produits, on oublie souvent, il faut boucler les cycles avec tous les retours effectivement de carbone, azote et autres au niveau du sol. Enfin, c'est la logique de la cascade et de ne pas perdre de déchets. Mais ça fait très longtemps, je sais, toutes les biotech blanches et tout ça, je dirais il y a plus de 20 ou 30 ans. Mais par contre, ce qu'on n'était pas capable de faire, c'était penser le système. Donc on a développé l'agroécologie côté agriculture, mais sans réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de l'agroécologie qui pourrait prélever quand même un peu de biomasse et pas tout réserver sur le sol. Donc tous ces compromis, c'est ça que j'appelle la bioéconomie, et ça c'est beaucoup plus récent, et je dirais que pour nous, et surtout dans la région, ça va être aux alentours des années 2000-2005 qu'on a commencé à penser, on pense la forêt, mais pas uniquement la forêt en tant que telle,
la forêt qui peut aussi servir, la forêt auquel on peut prélever aussi une partie du biomasse, mais c'est aussi la forêt récréation et la forêt qui a d'autres services. Et donc tout ça, je pense qu'on le trouve très bien dans toutes nos collaborations. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de spécialement à avoir de compétition, mais il faut au contraire arriver à travailler ensemble parce qu'on a des profils, des façons de voir un petit peu différentes et on contribue complètement dans nos UMR, dans toutes les UMR. On contribue complètement, on ne fait pas attention, on n'a pas une étiquette sur le front, INRA, université, les chercheurs travaillent ensemble. Et donc et profiter de cette synergie, parce que si on veut faire la transition et si on veut pas rester justement sur ces différents blocs de la bioéconomie, sur ces différentes briques, sans qu'elles aient un lien, il faut justement arriver à travailler ensemble avec des économistes, avec des sociologues, des historiens, enfin reprendre un petit peu tout ça pour vraiment transiter. Pierre Mildenhard, est-ce que la vraie complexité, c'était de savoir qui allait faire quoi entre la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace? Est-ce qu'il y a des chasses gardées? Comment vous avez mis tout ça en place, en fait? Bon, déjà, je pense que on a encore du travail pour le finaliser. Moi, je pense pas que une question de chasse gardée, ce qui, je pense, est une préoccupation dans beaucoup de sujets. Alors, entre les universités, mais aussi par rapport à la région de Grand Est, c'est savoir comment on s'organise. Parce que, de toute façon, il y aura des territoires où on sera concurrent, mais on a aussi beaucoup de complémentarité. Et le fait de la création de la région Grand Est a quand même changé des choses, parce que ça a changé des modes de collaboration du fait de l'impulsion régionale, qui était un peu différente. Au lieu de répondre à votre question, je vais quand même, parce que au-delà du descriptif, c'est Guillaume qui a ouvert la porte, on est sur la création de valeur pour la société qui s'opère de différentes manières suivant les secteurs. Et le secteur de la bioéconomie dans nos universités, il est comparable à la santé au numérique. Presque plus à la santé, je dirais, et presque plus facile. C'est-à-dire que c'est quand même un secteur où la création de start-up, la création de valeur, la création de nouveaux produits, notamment en agroalimentaire, mais aussi en service, est extrêmement dynamique comme en santé. Et elle a un gros avantage, c'est que c'est bien moins difficile qu'en santé. Parce qu'en santé, quand on regarde toutes les phases pour aller jusqu'aux médicaments, on n'y arrive pas. Et là, on voit bien, enfin, à l'Université de Lorraine, le nombre de start-up qui sortent des laboratoires ou de création d'activités qui sortent des laboratoires. On a aussi les pôles entrepreneuriat étudiants, parce qu'ils sont extrêmement dynamiques quand ils sont dans des filières liées à l'agroalimentaire, etc., qui ont des envies de produits nouveaux, avec d'ailleurs, et ça c'est plutôt bien, une envie dès le départ que ce produit soit un produit respectueux de l'environnement. Donc là, on a une source de développement qui est extrêmement importante. Il faut qu'on appuie un peu plus sur les laboratoires, mais au niveau de l'Université de Lorraine, je crois que nos laboratoires sont très productifs en termes de start-up. Et ce que moi je vois, c'est le développement à partir de nos étudiants, qui eux viennent sur de nouvelles idées et pour lesquelles la question du monde agricole est aussi présente. Après, il y a des choses qui restent, Madame l'a dit, ce qui est deep tech, compliqué, un assemblage, on ne fait pas une start-up sur la méthanisation ou si on doit commencer à appliquer un certain nombre de technologies à l'agriculture, c'est des plus grands programmes qui sont quelquefois portés et notamment par l'INRA au niveau national. Hein, quand on va parler du phytosanitaire, à un moment donné, peut-être qu'il y aura des start-up qui le feront sur des molécules, enfin sur des molécules ou sur des techniques, mais là il y a besoin de recherche. C'est-à-dire, on a un secteur qui est extrêmement dynamique et pour lequel il y a une facilité à créer et à transformer des choses qui est plus facile que dans d'autres secteurs. Christophe Clément, je vais citer une citation que j'aime beaucoup de Dominique Duttart, qui disait, quand il était président du Polaire, que la recherche n'a pas besoin d'être fondamentale pour être essentielle. Est-ce que finalement, la SFR Condorcet a démontré cette réalité-là ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire de la recherche concrète, j'ai envie de dire? Il y a beaucoup de citations de Dominique Duttart qu'on aime beaucoup, les uns et les autres. Et alors celle-là en est une, effectivement.
Oui, je peux que être d'accord avec ça. Ce que j'ai envie de dire en réaction à ce dicton, c'est qu'il y a deux aspects à la recherche. Il y a un aspect purement fondamental et un aspect purement appliqué. Dans l'état actuel des choses, finalement, quand on regarde bien ce qui se passe dans nos labos, il y a très souvent deux phases ou deux parties du labo qui sont complémentaires et qui travaillent ensemble sur une problématique commune. Pourquoi ? Parce que quand on regarde bien ce qui se passe dans l'histoire des sciences, toutes les découvertes importantes ont été faites parce qu'il y avait des chercheurs qui travaillaient sur des thématiques qui n'étaient absolument pas d'actualité, qui étaient déconnectées de toute réalité et qui leur permettaient de laisser s'exprimer leur intellect et d'aller sur des vraies compréhensions de mécanismes divers et variés. Et quand on regarde bien ce qui se passe dans cette histoire des sciences, finalement, on réalise que c'est à partir de ces découvertes en rupture que on a pu décliner derrière tout un tas de recherches finalisées. Et donc, la coexistence des deux types de recherches, pour moi, est quelque chose d'important et qu'il faut à tout prix maintenir dans les différents laboratoires, qu'ils soient universitaires, INRA, CNRS, académiques ou autres. Voilà ce que je répondrai à ça. Oui, vous avez un micro. Oh, vous l'avez, le micro, pardon. Oui, non, je voulais juste rajouter donc quelque chose, que la recherche soit fondamentale ou appliquée. C'est un vaste débat parce que peut-on déjà mettre une frontière entre les deux ? Je pense qu'il faut surtout retenir maintenant que la recherche doit être avant tout intégrée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'occuper de développer de la recherche disciplinaire juste dans cette discipline, mais contextualiser cette discipline. Si je prends l'exemple à côté de la bioéconomie, mais qui intéresse beaucoup Amiens, par exemple, du développement des batteries. On a un laboratoire leader dans le développement des batteries, du stockage de l'énergie. Il n'est plus concevable maintenant de s'intéresser au stockage de l'énergie juste en s'intéressant aux matériaux de développement de la batterie. Il faut réellement appréhender tout, qui va de l'écologie jusqu'à l'intégration. Il en est de même, je pense, pour la bioéconomie. C'est essentiel. Et c'est là où, justement, les synergies au niveau des compétences entre les établissements est importante pour couvrir le maximum de chaînes de valeur. Dans un contexte sociétal que l'on sait très évolutif, où il est difficile de projeter les métiers à 5-10 ans, comment, en termes de formation, on s'adapte, justement ? Alors là, je vais prendre la double casquette. Je pense qu'il faut impérativement, pour ne pas faire de loupé dans le développement de nouvelles formations, justement intégrer toutes les attentes. On ne forme pas juste des étudiants, histoire de se faire plaisir en leur transférant des compétences. Déjà, quand on leur transfère des compétences, c'est déjà très bien. Il faut impérativement inscrire ce volet formation dans une attente, à la fois donc attente des filières professionnelles, attente sociétale. Et là, je dirais que dans le domaine de la bioéconomie, le pôle industrie agro-ressources a une véritable place, puisque je rappelle que c'est le premier pôle qui a associé d'entrée de jeu lors de sa création à la fois au volet recherche, un souci de formation. Et donc, Daniel Thomas, qui était l'un des précurseurs de cette idée qui attachait beaucoup d'importance, avait tout à fait compris qu'on ne pouvait pas faire l'un sans l'autre. Donc, il y a une commission d'orientation stratégique au sein du pôle industrie et agro-ressources qui s'occupe justement à la fois d'observer donc la qualité, la recevabilité des formations existantes en fonction des besoins des filières, mais qui également en appui sur les 400 adhérents du pôle actuellement essaye de détecter quels sont les besoins pour répondre donc aux métiers en mutation. Je préfère parler de métiers en mutation que de nouveaux métiers, donc notamment au niveau des filières. Et donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien, avec également un relais donc de l'outil qui s'appelle Académie, donc au niveau du pôle IAR, donc pour aider nos établissements de formation et de recherche, donc notamment au niveau de l'insertion de stagiaires dans les entreprises, et permettre donc une souplesse de communication entre les entreprises et les établissements de formation, notamment au niveau de l'accueil de stagiaires. Pierre Muldelin, vous vouliez... Oui. Moi, je voulais réagir. Déjà, on imagine, sur la manière dont est posée la question, qu'il y a une sorte de déconnexion qu'il n'y a pas, je veux dire, dans les écoles d'ingénieurs, sur les licences professionnelles, sur tous les masters qui vont avoir une orientation à insertion professionnelle directe. Il y a des conseils de perfectionnement dans lesquels on retrouve à chaque fois des industriels.
Et je crois que le rôle important qu'a l'université, c'est de trouver, il y a des parties, je vais les dire, où on n'est pas encore assez réactif, et d'autres parties où heureusement qu'on n'est pas réactif, qui sont les suivantes. Sur les parties où heureusement on n'est pas réactif, c'est que si on écoute les industriels, il y a des besoins qui sont des besoins de transition, si on regarde pour le numérique, qui sont énormes, qui vont l'être peut-être pour la fière. Et là, on a besoin d'une réponse qui est rapide. Celle-là, on doit la faire par de la formation professionnelle, parce que nous sommes des établissements de formation professionnelle sur peut-être des cycles courts, des qualifications et des choses non diplômantes. Il y a un côté où on doit résister, parce qu'on doit donner, et ça, je pense que les universités qui le peuvent, des formations scientifiques de haut niveau, notamment sur les cursus longs, qui permettent aux étudiants qu'on a formés de s'insérer avec des bases de connaissances qui vont aller dans le long terme. Parce que sinon, c'est la recherche, mais c'est à la fois la recherche académique et la R&D. Et là, il ne faut pas oublier les caractères disciplinaires, parce qu'à un moment donné, quand il faut avoir une base de maths, une base de biologie ou une base d'agronomie, ces bases-là, il ne faut pas les avoir oubliées pour le temps très court où on a besoin de gens qui vont aller sur des sujets précis. Sinon, on n'ira pas sur des objectifs, notamment de développement durable, qui passent par la formation. C'est vrai que c'est toute la difficulté, parce que les industriels eux-mêmes, souvent, n'ont pas de visibilité à 5-10 ans. Alors, je sais pas, là, je suis pas du tout un spécialiste de la filière dont on parle aujourd'hui, mais par exemple, dans le domaine de l'énergie, la réflexion des industriels, c'est qu'il faut former aux sciences, ils parlent des sciences de base pour l'énergie. De plus en plus, parce que l'évolution sur l'énergie va être une évolution qui va être complexe, qui va utiliser des nouveaux ressorts très technologiques et très complexes. Et les industriels disent, vous devez mieux former les gens sur les sciences de base. Là, ils nous le disent. Sur l'industrie agroalimentaire, je sens aussi, parce qu'elle est beaucoup plus diverse d'une certaine manière, je ne sais pas s'il y a la même appréhension, mais je pense que oui. Oui, peut-être un petit mot également qui me paraît important. L'INRA a un positionnement national, voire international. Quel regard vous portez justement par rapport à l'offre de ce territoire en termes d'innovation et de recherche? Est-ce que vous sentez qu'on est plutôt pertinent? Juste rebondir sur ce que vient de dire monsieur, je suis tout à fait dans ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a besoin. Effectivement, on parle beaucoup interdisciplinarité, tout ça. Enfin, il ne faut pas que les personnes ne sont pas interdisciplinaires. Elles sont bien disciplinaires. Il faut vraiment insister sur cette logique qu'on a besoin de très bons spécialistes en biologie, en génie des procédés. Par contre, il faut arriver à les ouvrir sur des approches environnementales, sociales. Les économistes, il faudrait peut-être leur faire toucher du doigt ce que c'est que la thermodynamique un jour. Enfin, il y a tout un tas d'approches comme ça qui seront assez intéressantes et donc vraiment je suis tout à fait dans cette logique-là parce qu'on parle tellement de multidisciplinaire, interdisciplinaire qu'on a l'impression que voilà, il faut que tout le monde sache tout faire, c'est absolument pas le cas. Sur les innovations, je ne vais pas revenir sur Futurol, on a déjà parlé, effectivement malheureusement qui pour le moment n'aboutit pas mais qui a quand même un bagage intéressant et qui est prêt à l'innovation de demain. Après, est-ce que la solution à bioraffinerie sera une solution? Ça, c'est encore une autre question, tant que le prix du pétrole est relativement bas. Ce que j'avais en tête, qu'on avait monté ensemble, c'était tout ce qui était autour du projet Symphonie, autour du lin, du chanvre, qui avait été monté dans la région et qui est vraiment spécifique à la région sur toutes ces fibres pour le bâtiment, pour le ferroviaire, pour l'automobile. Ça, c'est passé. Ce côté diversification des productions, dont on a parlé. Oui. C'est important pour vous, c'est quelque chose en plus par rapport à d'autres territoires? D'avoir une offre plus large. Oui, parce que ça nous repose des questions à rebours en ingénierie inverse sur justement adapter les produits, même jusqu'au champ, sur ces nouvelles types d'applications. En fait, on arrive sur des multifonctionnalités. Et ça pose énormément de questions. C'est plus une production de biomasse pour une seule sortie. On est sur des sorties très diverses.
Et ce qui est intéressant aussi, ce qui se développe aussi dans la région, et je trouve très intéressant, c'est tout ce qui est innovation ouverte. C'est-à-dire, c'est pas que l'innovation produit, ça c'est très intéressant, il y en a pas mal, mais c'est ce qu'on appelle les living labs, ou les laboratoires vivants, comme celui qui je pense qui est à Mirecourt, qui est sur la conception de la gestion des territoires pour aller vers une alimentation plus saine et durable, et on accompagne les acteurs. Monsieur, il y a eu une question, parler d'accompagnement des acteurs. C'est évident que c'est un changement profond pour l'agriculture. Il faut accompagner ces acteurs-là, et ça ne se fait pas juste par quelques publications. Donc on est en train d'aller sur ces logiques de sciences ouvertes qui sont très importantes à l'INRA et dont se décline ici sur le territoire aussi. Guillaume, vous voulez rebondir peut-être plus sur l'anticipation des besoins ? Oui, mais ça me permet de rebondir aussi parfaitement votre intervention. Donc en fait, je crois que l'enjeu pour les universitaires, c'est d'être capable de décloisonner un petit peu les choses. Le disciplinaire, c'est un vocabulaire qu'on emploie souvent entre nous. On se comprend, on est tous, on va dire, étiquetés dans le monde universitaire par une discipline. Mais ça ne parle pas tellement, on va dire, à nos partenaires, pas forcément aux industriels, pas forcément aux citoyens. Donc ça ne parle pas des enjeux principaux. Donc c'est un vocabulaire, on va dire, qu'on doit pour moi conserver entre nous. Et après, il faut qu'on soit capable d'avoir cette interface avec le reste du monde. C'est aussi comme ça qu'on réussira à prendre notre part donc, dans les différents enjeux de formation et de recherche. Et donc l'open innovation, c'est une façon d'aller vers là aussi, à un moment donné. Les living labs sont également une façon d'aller vers là. Nous, à l'Université de Rennes-Champagne-Ardenne, on a créé des pôles d'interface, donc, qui nous permettent de passer, on va dire, du disciplinaire entre nous, donc à des objectifs, des enjeux, des applications, donc pour bien se faire comprendre. On voit que cette démarche fonctionne bien, donc puisque on arrive, on va dire, à faire passer les bons messages, donc, et surtout des messages qui peuvent être compris par tous les acteurs. Donc ça, c'est le premier enjeu. Il faut que nos universités se repositionnent, sortent un petit peu, on va dire, du regard un peu introverti qu'elles ont parfois donc sur nous-mêmes et qu'elles se mettent à la place des autres, donc des acteurs qui sont dans la salle, qui ne sont pas universitaires et qui nous écoutent aujourd'hui, par exemple. Le deuxième point, c'est qu'elles ont un rôle donc, qui leur est aussi donné par l'État, c'est celui sur un site, donc dans le cadre d'une politique de site, c'est, on va dire, de regrouper un petit peu les actions en matière d'enseignement supérieur et de recherche, y compris avec les autres établissements. Et là, je pense, dans la question de la bioéconomie, par exemple, à l'ensemble des lycées agricoles qui irriguent notre territoire, qui sont des acteurs importants de la formation initiale comme de la formation continue, avec qui nous devons travailler. Donc bien évidemment, on a parlé du pôle IR, donc, qui nous aide beaucoup puisqu'il crée ce lien à travers les différentes commissions, mais c'est aussi à nous d'aller regarder ce qui se passe autour. Et je reviens sur cette démarche des campus des métiers et des qualifications qui est relancée par le gouvernement en ce moment même, et sur lesquels je crois que nous avons un véritable enjeu. C'est une interface pour nous, donc entre le monde de la formation, donc notamment, et les enjeux de société. Et il faut qu'on soit capable de se saisir donc, sur nos territoires de cette question de formation professionnelle, de formation initiale bien évidemment, mais ça on sait bien faire les universités, la formation initiale on va dire. Et ce que je voudrais dire c'est aussi à tous les niveaux. N'oublions pas qu'il faut qu'on soit capable de former donc, au meilleur niveau les cadres dirigeants, c'est le rôle du doctorat, c'est le rôle de nos diplômes d'ingénieurs, de nos diplômes de master, mais la société a aussi besoin de techniciens qualifiés. Donc notamment, je me tourne plutôt vers les formations post-bac, puisqu'on est dans le monde de l'enseignement supérieur. Il ne faut pas négliger non plus cet étage-là. Il faut que, on va dire, le monde universitaire change aussi un petit peu de langage pour pouvoir travailler donc, avec les acteurs, aussi bien du monde agricole que de l'industrie, pour pouvoir faire face à ces nouveaux besoins. Et si ce n'est pas dans nos régions, donc la région Grand Est, la région des Hauts-de-France, donc que nous nous intéressons à cette problématique concernant la bioéconomie, on va dire qui va le faire. Donc voilà, on a aussi cette responsabilité.
Christophe Clément, vous l'avez évoqué dans votre gouvernance, notamment avec Liège aux côtés de l'Université de Picardie et l'Université de Champagne-Ardenne. Vous l'avez évoqué, les partenariats avec le Brésil, avec Aix peut-être demain. Est-ce que les approches sont différentes avec ces pays-là en termes de recherche, ou est-ce que finalement vous travaillez sur les mêmes modes de fonctionnement Entre les différents pays ? avec les autres pays, est-ce qu'il y a une spécificité française et est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que la recherche française a une particularité? Il n'y a pas forcément une spécificité française et il y a un territoire français sur lequel il y a de la bioéconomie qui est installée dans différentes régions, mais la recherche, vous savez, dans les laboratoires, elle ne se fait pas uniquement sur site. Hein, la plupart des collègues ont des partenariats au national et encore plus à l'international pour la grande majorité d'entre eux. Et donc les méthodes de recherche et puis les objectifs globaux de la recherche se déroulent de la même façon dans les différents laboratoires. Donc le côté international, oui, il est là, parce qu'il y a des compétences complémentaires, parce qu'il y a des moyens à mutualiser, mais sur les méthodologies de la recherche, on est sur les mêmes démarches. Donc pas de souci particulier. On profite déjà les uns les autres des réseaux des différents chercheurs qui sont dans les différents laboratoires. Et ça, c'est valable pour la recherche. Et puis, on vient d'évoquer le volet formation. C'est exactement dans le même cas de figure pour la partie formation. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis 5 ans, 10 ans, que les choses ont bougé, qu'on ne vous regarde plus de la même manière? Oui, parce qu'on a quand même quelques succès sur cette partie-là. Et puis, on était 280 au départ, on est 700 maintenant. Hein, donc la démarche a fait des petits et est en voie de progression. Alors après, on ne peut pas non plus être complètement européen, mais ça va nous donner si on associe tout ce qui a été dit ce matin sur la table ronde précédente, où on a bien compris qu'on a un territoire qui est vraiment ancré sur ces problèmes d'agriculture et de tout ce qui en découle, sur le développement des bioéconomies, sur cette volonté qu'il y a au travers des politiques régionaux. On a entendu les politiques régionaux ce matin. On a exactement les mêmes démarches et le même soutien vis-à-vis des politiques locaux. Donc tout ça pousse dans le bon sens. L'industrie est fédérée, la recherche est fédérée, la formation est en train de se fédérer et il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas à terme atteindre l'ambition partagée qu'on a, qui est de devenir un des piliers européens de la bioéconomie à très moyen terme tous ensemble. Qu'est-ce qui vous manque justement pour faire de ce territoire un vrai exemple en matière d'offres de formation de recherche? C'est un problème de méthode ou c'est un problème de moyens? Ou c'est pas un problème du tout? Je dirais que c'est un problème de temps. Si je prends un exemple pour illustrer ça, sur l'université de Reims, on est en cheville pour un master européen sur la bioéconomie, dont on attend le résultat de Bruxelles. Donc ça devrait arriver dans les tout prochains jours, si c'est pas encore arrivé. Je ne sais pas si Caroline est dans la salle, mais voilà, on a en attente de cette réponse-là. Donc avec le temps, ça va venir et il n'y a qu'à se donner un peu de temps. Denis Postel, je dirais, même question pour aller plus loin, pour être plus que jamais demain un exemple au niveau national et plus avant international. Je pense qu'il faut, première règle, c'est surtout tous rester unis et ne pas s'inscrire, comme ça a été évoqué tout à l'heure, des fois dans un schéma de concurrence entre les établissements. Je pense que la mise en synergie, que ce soit de nos compétences en matière de recherche, mais également de formation, c'est important. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure au niveau des campus des métiers et qualifications. On a un outil ici qui a été développé à la fois sur les deux territoires, réellement de façon synchro, avec 2 spécialités sur le versant Hauts-de-France, donc un CMQ avec une coloration plus chimie durable, et sur le territoire donc Grand Est, son frère jumeau quasiment, à ceci près qu'il a plus la biotechnologie donc en thématique principale. Donc c'est un outil donc très important qu'on doit faire fonctionner réellement de concert. On doit réellement s'afficher comme ne faisant quasiment qu'un, que ce soit des Hauts-de-France et du Grand Est. Et puis sans ça, il n'y a
pas, je rejoins tout à fait ce que Christophe a dit, il y a pas de limite, ou il n'y a pas de rupture, quels que soient les pays, donc que ce soit au niveau formation, au niveau recherche, j'en veux pour exemple, au niveau d'Amiens, donc, et ça implique également l'INRA, donc dès la fin de notre phase de contractualisation, donc une équipe plus spécialisée dans la biologie végétale, donc a remis un petit peu son mandat sur la table pour faire une unité mixte transfrontalière, donc avec donc Amiens, avec l'Institut Charluette de Lille, avec l'INRA et avec Liège. Donc ça sera réellement une UMR INRA. Bon, normalement il n'y a pas tellement de mystère sur le fait qu'elle soit elle soit créée, mais cela prouve bien que en transfrontalier, voire avec d'autres pays, on peut faire des choses réellement ensemble et en parfaite synergie. Pierre Munteran, sur les marges de progrès du territoire, des universités, pour vraiment que la bioéconomie soit partie intégrante de notre paysage, ça n'y est pas encore. Alors, ça dépend comment on la voit, parce qu'on a quand même, enfin, là je regarde par exemple sur l'Université de Lorraine, il y a des marqueurs qui sont forts au niveau européen sur certains secteurs, et avec l'INRA sur le secteur forêt-bois, on est extrêmement identifié dans les réseaux européens ou dans d'autres. Je pense qu'après le sujet de la bioéconomie il est un peu différent, parce que là on est un peu, alors la forêt c'est un peu particulier parce qu'on identifie à la fois en recherche fondamentale et en service, je vous dire, pour la forêt. C'est peut-être un exemple, mais même si l'écosystème des forestiers n'est pas le même, c'est peut-être l'exemple qu'il faut prendre pour aller plus loin sur la bioéconomie ou regarder comment on peut le faire. Je pense que la question, c'est de voir, par exemple, pour la SFR Condorcet, comment on passe à une échelle européenne reconnue par l'Europe et qui nous identifie. Il y a une question de convergence, je profite qu'il y a encore une des vice-présidentes de la région Hauts-de-France qui soit là, à faire en sorte que dans les futurs S3, dans les SRESRI, on inscrive des choses pour qu'on soit repéré de cette manière-là, et on doit trouver des outils européens, alors qu'ils soient au niveau recherche ou au niveau innovation. Parce qu'il y a quand même ce grand développement de l'outil innovation à l'Europe, sur lequel on devrait pouvoir peut-être s'inscrire. On devrait arriver à trouver, si on prend un peu l'Allemagne, ou si on arrive à tirer les choses, à être 3 pays pour construire quelque chose, parce qu'il y a quelques normes européennes là-dedans, et construire une vraie visibilité dans le domaine de la bioéconomie. Elle est encore à construire. Mais sur les faits, il y a déjà quand même pas mal de choses qui sont faites. On a une construction Grand Est à poursuivre, l'articuler avec les Hauts-de-France et l'articuler avec le transfrontalier, qui est un vrai atout, je pense, au niveau européen. Monique Excelos, sur la thématique, sur demain. Attends, le micro, il est entre vous deux, je pense. Comment vous voyez les évolutions Alors il y a demain sur le national, puisque bon, nous on est un organisme national, et c'est vrai que demain ça passe beaucoup par une mise en place d'une stratégie bioéconomique qu'on est en train de mettre au point à l'INRA, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet facile à aborder. Il y a une transition de la société, il y a une transition des chercheurs aussi à faire bouger. Donc on est en train de réfléchir à ça, parce que c'est ça qui va nous donner un petit peu le cadre. Donc on est clairement parti vers le lien bioéconomie, agroécologie, c'est-à-dire sortir de la logique, pas avoir une vision minière de la biomasse. On l'a déjà fait au XVIIe, c'est pas la peine de recommencer. Donc, c'est voilà, comment on concilie cette bioéconomie, mais comment on la place adaptation au changement climatique, parce que quand on aura plus un peu trop chaud et pas assez d'eau, il n'y aura plus de biomasse. Donc, je pense qu'il faut commencer à le réfléchir. Et c'est aussi tout ce qui est la bioéconomie, quel rôle elle a dans l'atténuation du changement climatique. Donc c'est ces grands sujets qui pour nous vont nous aider à nous structurer. Et cette structuration, elle va se faire de façon territoriale, parce que la bioéconomie, il y a un ancrage territorial derrière, et donc c'est ce qu'on est en train d'analyser ici. Donc je suis parfaitement sur la forêt
parce que voilà, c'est le territoire qui le veut. Vous avez aussi il y a un territoire de grande culture qui peut être très intéressant sur ces logiques justement d'atténuation du changement climatique, nouvelles pratiques, retour des carbones au sol. Enfin, il y a tout un tas de... Donc c'est à la fois cette vision stratégique et cet ancrage territorial. Et nous avons 3 grands pôles bioéconomie, et la région avec les Hauts-de-France et Grand Est font partie de ces 3 pôles bioéconomie au niveau de l'INRA, avec un côté très agronomie et puis après et transformation. L'avenir, Guillaume Gelé, appartient aux audacieux. L'université est audacieuse? Oui, enfin, bien évidemment. Donc le président vous l'affirme. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. On en a déjà un petit peu parlé. Mais je pense que l'avenir ne se construit pas non plus seul, effectivement. Donc nous, on a de la chance sur le territoire de l'ancienne Champagne-Ardenne d'avoir un certain nombre d'acteurs importants regroupés au sein du même regroupement pour la politique de site. Et donc avec eux, on essaye de construire une logique de site qui est importante. On a la chance d'avoir à côté de nous l'Université de Lorraine, cher Pierre, donc, qui est notre région donc voisine, mais les deux anciennes régions se ressemblent beaucoup. Ça nous a d'ailleurs amené à candidater à des appels à projets ensemble, par exemple dans le domaine de la pédagogie, donc sur des projets du PIA. Je pense qu'il faut qu'on continue à réfléchir ensemble aussi, donc pour pouvoir construire donc un espace visible réellement sur ces thématiques au niveau européen. Et je dirais que l'enjeu, la réussite pour une université, ça sera quand donc un chercheur international de haut niveau ne peut pas ne pas passer sur notre territoire dans un de nos établissements pour se former dans le domaine de la bioéconomie. Il faut qu'on devienne au niveau international les acteurs incontournables, et donc l'Université de Reims bien évidemment, et puis l'ensemble de ses partenaires donc réfléchit à comment atteindre cet objectif. Alors, y a-t-il une question éventuellement? Attends, avant de... Oui, non. Si, ah pardon, je voyais pas. Oui, bonjour à tous, Guy Dorichen, donc directeur d'une des écoles d'ingénieurs fortement impliquées en bioéconomie dans le Grand Est, donc l'ENSAIA. Alors simplement trois petites remarques. Je trouve qu'on a parfaitement bien dressé le panorama de ce qu'on souhaite faire en recherche. Finalement, autour de cette table ronde, on a relativement peu parlé d'enseignement supérieur. Alors je m'explique. En réalité, comme le disait M. Gelé, la logique, c'est qu'à un moment donné, il faut effectivement traduire les résultats de recherche en transfert, en entreprise, en action sur le terrain. Et en fait, ce sont les futurs cadres de nos établissements qui vont être amenés à effectivement être ces acteurs-là. Et puis vous savez comme moi que plusieurs de nos jeunes, en fait, préfèrent aller dans d'autres régions qui paraissent en apparence plus dynamiques. Et donc là, il y a un vrai enjeu de connecter les éléments de recherche aux formations. On en a peu parlé ce matin, mais je voudrais quand même rappeler que nous avons, et là je vais évoquer que la partie Lorraine, que je connais mieux, nous avons quand même 3 grandes écoles d'ingénieurs dans le domaine de la bioéconomie. Il y a bien évidemment l'antenne d'AgroParisTech, il y a l'École nationale supérieure d'agronomie des industries alimentaires, et il y a l'École nationale supérieure des industries du bois. Toutes 3 sont pleinement connectées au développement de la bioéconomie dans le Grand Est. Alors simplement, c'est pas uniquement pour ne pas les oublier, mais je pense que c'est important. Et pour moi, ce matin, on a probablement été trop axé sur structuration de la recherche. Mais la recherche, de mon point de vue, n'a de sens pour notre région que si elle se traduit en réelles actions de développement dans le domaine de la bioéconomie et d'actions. Voilà. Et je vais aller un peu plus loin. On n'a pas évoqué du tout le réseau AgroValor. Alors le réseau AgroValor, il a ceci d'intéressant, c'est qu'il y a une connexion forte entre recherche, les laboratoires, les lycées agricoles. Effectivement, les 14 lycées agricoles publics du Grand Est sont dans ce réseau-là. Et puis bien évidemment, en connexion directe avec les écoles d'ingénieurs dont je parlais. Donc moi je crois qu'il est hautement important de chercher beaucoup plus à connecter les actions de recherche, les actions de formation, pour derrière stabiliser nos jeunes diplômés, nos cadres dans la région, et qu'ils soient demain les acteurs de la bioéconomie.
comme le sont déjà les agriculteurs et les industries de transformation. Merci. Merci de vos remarques. Monique Axelot, justement, vous constatez, vous notamment, un petit peu ce problème d'exode, je dirais. Je vous suis tout à fait, là, puisqu'on est en train de voir un petit peu les futurs recrutements. On n'arrive pas à recruter sur la région Nancy. Normalement, on n'arrive pas à recruter, et en plus, la mobilité fait qu'on voit les unités qui diminuent en termes d'effectifs, et ça, c'est vraiment un problème. Alors, il faut peut-être passer plus large que la France. Vous êtes très près de la Belgique, très près de l'Allemagne. Il faut peut-être attirer aussi des jeunes de ces pays-là, mais c'est un constat qu'on n'arrive pas tout à fait à comprendre. Pierre Muldenard. Il y a plusieurs choses qui ont été dites. Il y a quelque chose qui est très vrai et que dit Guido, c'est que, grosso modo, les jeunes de l'enseignement supérieur, spécifiquement pas tellement ceux des lycées agricoles, sur la bioéconomie, les diplômés, ils restent moins ici. L'ENSTI, par contre, il reste plus ici parce qu'il y a la forêt et qu'il y a du développement économique dans le domaine. Mais sur le domaine de la bioéconomie, c'est pas évident. Donc ça veut dire que derrière, soit on n'a pas le terreau industriel pour les recevoir, soit ils l'identifient pas, soit les deux. Et donc là, il y a certainement un effort à faire. Après l'attractivité, on va le dire, à part les très grandes métropoles, Nancy et Metz sont des métropoles, mais à part les très grandes métropoles, l'attractivité en ce moment des chercheurs est une vraie question. Alors au-dessus de la Loire, à part Paris, voilà, et sinon c'est quand même une vraie question d'attirer les gens, alors qu'on a des très bons laboratoires, ils sont reconnus internationalement, etc. Mais en effet, ça fait pas rêver d'aller forcément dans le Grand Est, forcément, je suis désolé, dans les Hauts-de-France. Même l'Ouest a quand même aussi des grandes difficultés à attirer, peut-être Rennes un peu moins, mais quand on discute, ils ont quand même aussi des difficultés. Et les gens, ils vont à Paris, qui a un aimant puissant, ou ils vont plus vers le sud. Alors bon, peut-être qu'après des journées comme celle d'aujourd'hui, ils auront une tendance à voir remonter un peu raisonnablement, mais il faut qu'on soit mieux identifié et plus attractif. Christophe, à côté, vous voulez dire un mot ? Oui, je rebondis pour rappeler que, quelque part, faut se souvenir que l'enseignement à l'université, ça se fait par et pour la recherche. D'accord ? Et qu'à partir de là, il faut... on a beaucoup parlé de recherche, c'est vrai, ce matin, tu as raison, Guido, mais il faut se rappeler aussi que c'est à partir d'une recherche parfaitement structurée et parfaitement reconnue à l'extérieur qu'on arrivera à attirer des gens aussi sur la partie formation. Si on réfléchit un peu et qu'on regarde, on prend souvent en référence les universités américaines qui sont en général sur un ou deux secteurs, qui sont parfaitement excellentes sur la partie recherche, et à partir de là, on arrive à développer de la formation de qualité. Et c'est ce qui est déjà finalement en train de se passer sur nos territoires, que ce soit sur le Grand Est ou sur les Hauts-de-France, du moins pour ce que j'en connais. C'est-à-dire que il n'y a pas simplement une mise en place de cette structuration recherche, mais il y a aussi en parallèle des licences professionnelles qui se développent, des campus des métiers et des qualifications, des masters. Alors c'est vrai qu'on en a moins parlé ce matin, il y a le réseau AgroValeur dont tu as parlé, mais tout ça, ça ne découlera que si on arrive conjointement à mener une recherche de haute qualité. Merci. Allez, sans regret, je pense qu'il faut aussi s'alimenter par les temps qui courent. Donc mais même manger aussi, on a le droit de boire et de manger. Donc il est 12h15, vous reprenez je crois à 14h. Donc on va respecter le timing. Un grand merci à nos intervenants, puis un grand merci à vous toutes et à vous tous. Voilà.